Alors j'ai commencé à faire de la poterie en 69, après les événements de 68, là. C'était le grand retour à la terre, au bois, au fer, à la laine, etc. Donc moi la terre me passionnait, donc j'ai commencé en tant qu'amateur, comme ça. Et puis peu de temps après, je suis passé en polyactif, c'est-à-dire que je travaillais à 2 tiers de temps dans une chambre d'agriculture et 1 tiers de temps comme artisan potier. Donc je m'étais acheté du matériel, un four, parce que c'est la pièce principale, et un tour, bien sûr, que j'avais bricolé au départ. J'ai commencé par faire du grès parce que c'était la grande mode du grès brut, plein de pyrite et tout ça. Et ça a été toute ma vie de potier, ça a été essentiellement là-dessus parce que c'était un travail de poterie utilitaire, c'était vraiment le casse-croûte, quoi. Ça, c'était plus facile de gagner de l'argent comme ça. Et je suis venu à Sigillé en 2000 avec une étude qu'on a fait avec le Bureau de recherche géologique et minière de Clermont-Ferrand sur les matériaux céramiques d'Auvergne. Voilà. Mais j'avais commencé à en faire un petit peu avant, j'étais dans l'Isère avant, et avec un copain qui faisait de la sigillée, on avait commencé à faire quelques cuissons avec des terres qu'on avait ramassées là-bas. Oui, alors la sigillée, c'est un terme impropre, hein, parce que c'est les termes qu'utilisent les archéologues pour définir des poteries qui portent un sceau. Le sceau en latin, ça se dit sigillum, donc ils ont dit poterie sigillée, poterie qui porte un sceau. Nous, les poteries ne portent pas de sceau. Disons que c'est des poteries avec des revêtements argileux vitrifiés, voilà, des engobes vitrifiés. Les engobes, c'est un mélange d'argile et d'eau. C'était ce qu'utilisaient les Étrusques, les Grecs, puis les Romains, et puis les Gallo-Romains au départ pour rendre les pièces imperméables, parce qu'ils ne connaissaient pas les mailles au départ. Et donc ils rendaient les pièces imperméables en mettant des jus d'argile, des parties très fines de l'argile qui se vitrifiaient à la cuisson. Donc, cette technique des engobes argileux vitrifiés est très ancienne. Elle remonte, les premières pièces qu'on a retrouvées, c'est 20 siècles avant Jésus-Christ. Autrement, là, on a des bouqueros, c'est des vases étrusques avec des engobes argileux vitrifiés noirs, parce que le carbone saturait ces engobes et les rendait encore plus imperméables. Ensuite, on passe 7 siècles, 5 siècles, 4 siècles au grec, avec des décors noirs sur fond rouge ou rouge sur fond noir. C'est-à-dire que c'est des engobes vitrifiés qui rendent les pièces imperméables. Mais après, on s'est servi de ces engobes-là pour faire des décors sur les pièces, en peignant les pièces ici. Le raffinement des engobes vitrifiés qui sont mis, des engobes argileux qui sont mis sur les pièces sont intéressants parce qu'on ne sait pas quelle technique ils utilisaient pour faire ça. Après, les Romains ont repris à nouveau des engobes sigillés unis, rouges, 4e siècle, 3e siècle, 2e siècle avant Jésus-Christ. Et les décors étaient faits simplement par des reliefs, des poinçons qu'ils mettaient sur des moules, avec des sceaux, d'où le nom de sigillé, quoi, parce qu'on mettait des sceaux sur les pièces. Et ensuite, on arrive aux terres sigillées gallo-romaines, avec les centres de Millau, la Gros-Faisan, qui est le Zou, où on a jusqu'au 2e siècle après Jésus-Christ. Et après, cette technique-là a tendance à disparaître pour disparaître complètement jusqu'à être retrouvée, là, il y a quelques dizaines d'années, quoi. Lesquels tu préfères, en fait, si tu avais une préférence? Ils sont tous intéressants, mais les Gaulois ont repris des pièces qui sont remarquables, où ils ont fait des dessins de cervidés
stylisé sur des pièces avec cette même technique-là d'engobe argileux vitrifié remis sur des pièces tournées en opposition de couleurs. Ça, c'est des Gaulois. C'est génial, moi, je trouve cette stylisation des cervidés, moi je trouve ça vraiment extraordinaire. Ce travail. Là, c'est même fait au pinceau, ces trucs-là, des petits filets. On était 25 céramistes à peu près à travailler avec le BRGM. Certains ont travaillé sur les masses, c'est-à-dire l'argile qu'on peut façonner. D'autres ont travaillé sur les émaux, tout ce qu'on peut faire fondre, vitrifier avec les produits volcaniques et tout ça, c'était très riche. Et une autre partie a travaillé sur les engobes, c'est-à-dire les revêtements argileux qu'on peut mettre sur une poterie pour changer sa couleur, son aspect. Donc moi j'ai travaillé plutôt sur les engobes. On récupérait les sous-produits de carrière pour voir ce qu'on pouvait en faire en céramique. Et puis ça s'est élargi après à une étude sur les matériaux céramiques d'Auvergne. Donc on a été prospecter des gisements d'argile, d'anciens, des actuels. Et en 2007, le résultat de cette étude a été présenté par une exposition à Lezoux. Donc après 2007, comme j'avais des résultats intéressants avec les engobes, appelons sigillés, j'ai continué à travailler dans cette branche-là et j'ai continué à prospecter des gisements d'argile qu'on n'avait pas exploités, enfin qu'on n'avait pas découverts, quoi. Mais c'était fortuit, comme on peut le voir, c'est les ponts et chaussées qui, en faisant le bord des routes, vont mettre en lumière une veine d'argile, c'est d'anciennes carrières, c'est des glissements de terrain, c'est des lotissements qui mettent au jour des veines d'argile que je peux exploiter avec cette technique-là. Donc ça c'est ce qu'on appelle les argiles natives. C'est des gneiss pourris décomposés. Les décompositions des feldspaths et des micas donnent l'argile. Et donc là, l'argile est en train de se former. L'Allier qui passe chez nous, et donc qui a fait la petite Limagne et la grande Limagne, et au cours des temps géologiques, il y a énormément d'argile qui s'est déposée parce que c'était un fleuve important et qui couvrait des surfaces très grandes. Et il y en a des buts témoins où on a différentes strates d'argile, des argiles vertes en haut, rouges au milieu, jaunes en bas. Et chaque strate va donner, en fonction des impuretés qui sont incluses prisonniers de l'argile, vont donner des couleurs différentes au niveau des engobes sigillés qu'on peut récupérer. Un autre intérêt qu'on a ici en Auvergne, c'est qu'on est sur un vieux massif, le vieux massif hercynien, et que ce vieux massif, c'est un massif qui se pourrit parce qu'il est très vieux. Et donc la décomposition de ce massif hercynien, qui est un massif granitique au départ, donne des gneiss, et les gneiss qui se décomposent donnent des argiles. Donc c'est des argiles que j'appelle argiles primaires, c'est-à-dire qui sont en début de fabrication. Donc on peut les récupérer aussi. C'est des argiles qui se forment sur place, qui n'ont pas encore été transportées par les eaux de ruissellement. C'est pas des dépôts argileux, c'est des roches qui se décomposent là. Avec des parties plus ferrugineuses, des parties moins ferrugineuses et beaucoup de sable.
Je fais sécher, après je broie. Alors, moi je broie assez grossièrement parce que c'est pas un matériau on le trouve en abondance, donc on peut en perdre un peu, c'est pas grave. Après, quand c'est bien broyé, je le mets fuser dans l'eau. Donc il faut prendre de l'eau déminéralisée, ou de l'eau de pluie, ou de l'eau de neige, enfin, ou de l'eau de congélateur, ou de choses comme ça, qui est sans particules, pour arriver à défloculer l'argile. Alors on a la chance ici d'avoir de l'eau du Césalier, qui est une eau très pure, qui est une eau dans laquelle il n'y a aucun additif qui a été ajouté. Donc on peut le mettre directement dans l'eau du robinet, nous. Voilà, et puis après, c'est la terre que j'ai écrasée. Je sais pas bien faire. Voilà. En gros, ça sent bon poids. Voilà. Et je verse dans l'eau, là, si tu veux te mettre au-dessus de l'eau, tu verras. Voilà, ça fait cette... Alors, une fois qu'on a mis l'argile à fuser dans l'eau, on la brasse énergiquement pour justement détacher ces petites particules, ces petites plaquettes d'argile. Et ensuite, on va la mettre à décanter dans un récipient. Donc avant de la mettre à décanter dans un récipient, on la passe dans un tamis pour enlever ces impuretés qu'il peut y avoir. Et je récupère donc des particules fines qui sont dans beaucoup d'eau. Donc la densité de ce mélange que je ramasse est trop faible pour pouvoir l'exploiter. Donc moi je procède en remettant un peu d'acide dedans, qui va détruire le défloculant et faire que l'argile va pouvoir se refloculer à nouveau, refaire des petits flocons. Les petits flocons c'est lourd, donc ça va se déposer. L'eau va rester au-dessus, j'enlève l'eau à ce moment-là et je garde ce qui s'est déposé. Les particularités de chaque mélange ne sont pas dues tellement à la densité qui est à peu près toute la même pour les bouteilles, c'est dû aux impuretés qui sont prises dans les mailles de l'argile. Donc l'impureté la plus courante qu'on trouve dans les mailles d'argile, c'est le fer, parce que c'est l'impureté qui est la plus courante sur la Terre, c'est le fer. Donc c'est toutes les teintes orange pâle, orange, rouge, etc. qui sont dues au fer. Mais il y a d'autres impuretés qui sont un peu plus curieuses, qui vont me donner des jaunes citron, qui vont me donner des rosés. Voilà, il faudrait analyser l'argile pour savoir ce qu'il y a dedans qui donne ces couleurs-là. Moi, je découvre et puis voilà, après, je sais pas, c'est beau, c'est pas beau. Et après, l'analyse chimique, c'est moins important, quoi. Quand il pleut sur des terres argileuses, il se forme des flaques de boue. Et cette boue, quand elle sèche, ça fait des croûtes qui se séparent avec des craquelures. Les parties lourdes sont au fond, les parties légères sont au-dessus. Donc c'est ces surfaces brillantes à la surface des flaques que je récupère par décantation pour mettre sur les céramiques que j'ai tournées. La sigillée 141, c'est une sigillée qui est de Saint-Étienne-sur-Blêle. Donc voilà, elle a décanté un mois. La 136, c'est une sigillée de Saint-Gervasy. La 35, c'est la sigillée de l'Orlange qu'on a été prélevé tout à l'heure. Voilà, qui donne une sigillée un petit peu grise, comme ça, beige, qui réagit très bien au feu de bois. Elle donne des nuances de brun et de vert qui sont assez marquées. Après, qu'est-ce que tu en fais? Parce que là, on voit que dans ton atelier, il y en a des dizaines. Oui. Aujourd'hui, j'inaugure la 150e argile différente de cueillettes que j'ai ramassées. Donc ce que je fais, pour savoir sa couleur, il faut les déposer sur un support. Donc on va tourner des poteries. On va les tourner plutôt en terre blanche, en argile blanche, pure, quoi, pour justement voir les impuretés qui sont contenues dans les argiles de cueillette que j'ai ramassées.
C'est soit un grès blanc, soit des faïences blanches que je vais tournaser, polir, laisser sécher, et après c'est sur ces pièces tournasées, polies, séchées que je vais mettre ces jus d'argile. La sigillée, c'est plus ce qu'on va mettre dessus qui est intéressant sur ces objets. Une fois qu'ils ont été fabriqués, polis au bon stade, si on polit trop tôt, le polissage va se voir. Si on polit trop tard, ça ne va pas se polir. Le polir, ça veut dire rendre la surface de l'objet suffisamment lisse pour que la couche de sigillé qu'on va mettre dessus puisse se mettre dessus à plat aussi. Parce que c'est des petites particules qui sont comme ça. Si elles ne peuvent pas se tenir verticalement, elles se mettent à plat, c'est ce qui donne cet effet de brillance. Comme elles sont toutes à plat, ça fait miroir, quoi. Donc il faut les mettre déjà sur une surface qui, elle, est déjà bien plate, déjà bien lisse, quoi. C'est pour ça qu'on polit les poteries avant de mettre les engorbes dessus. Quand je fais un passage, ça donne une pellicule sur la poterie de, je sais pas, peut-être un dixième de micron. C'est infiniment fin. Donc je vais avoir une certaine couleur très pâle. Si je mets 2 couches, ça va doubler mon épaisseur, ça va faire une couleur plus soutenue. Et comme ça, je peux mettre jusqu'à 10 couches, 12 couches, et je vais avoir toute une gradation de couleurs qui va s'intensifier au fur et à mesure que je mets des couches, oui. Pareil, si je mets qu'une couche ou 2 couches, j'aurai une couleur très pâle, mais vu que la ciselée est très fine dessus, je ne vais pas avoir trop d'effet de craquelure ou de choses comme ça. Plus la couche sera épaisse, plus je vais avoir tendance à développer des craquelures ou des choses comme ça qui sont intéressantes au niveau esthétique sur les pièces. Là. Alors il faut définir déjà la couleur de la terre, en combien de couches, comment elle se comporte, des craquelures, pas de craquelures. Après il faut définir sa température de vitrification. Donc on va la mettre dans un four, des petits fours d'essai. On va faire une première cuisson à 900, après 950, 1000, 1050, 1100, 150, 1200. Et on va voir à partir de quand cette terre se vitrifie. Alors, donc toutes ces informations-là, il faut les noter bien sûr pour savoir après ce qu'on va en faire, quoi. Donc on regarde ce qu'elle donne en oxydation, ce qu'elle donne en réduction, les couleurs vont changer. Finalement, le travail le plus complexe, c'est la cuisson, parce que les cuissons électriques, c'est neutre, donc ou oxydant, donc ça donne toujours la même couleur, parce que c'est une cuisson par convection, donc il ne se passe pas grand-chose sur la pièce. Mais les cuissons au gaz ou au bois, on peut faire varier l'atmosphère du four, et donc soit réoxyder le fer, et à ce moment-là on a les teintes orangées, rouges, etc. Soit le réduire, et à ce moment-là on peut avoir des bleus de fer, des céladons, des choses comme ça. Et c'est des couleurs qui sont intéressantes. Ces variations de couleurs sont intéressantes à voir sur les céramiques qu'on fait, quoi. C'est ce qui est... C'est un aléatoire maîtrisé Un aléatoire peu maîtrisé, parce que c'est très difficile de faire 2 fois la même atmosphère dans un four à bois. Ça dépend de tellement de facteurs. L'atmosphère joue, si c'est un jour où il y a du vent ou il n'y a pas de vent, s'il pleut pas, s'il fait chaud, s'il fait pas chaud. Ça dépend du bois qu'on va mettre dans le four, si c'est des résineux, si c'est des feuillus, ça dépend si le bois est très sec ou pas assez sec, ça dépend si le four est très chargé et ou va moins bien tirer, ou s'il est assez aéré et où le tirage va bien se faire. Il y a tellement de facteurs de variation que chaque cuisson est pratiquement unique, quoi.
Donc là, on a mis des poteries dans un four à bois, des poteries recouvertes d'un engobe sigillé. Et on fait la cuisson de l'argile, quoi. C'est-à-dire qu'on va passer de 20 degrés à 950 ou 1000 degrés en un temps donné. C'est-à-dire qu'il y a des courbes à respecter, des paliers à respecter. Il y a 100 degrés, c'est la vapeur d'eau. 220 degrés, c'est l'eau de constitution. 575 degrés, c'est le point quartz. Donc c'est à chaque fois, dans ces températures-là, il faut faire un palier pour pas passer trop vite ces températures-là, parce qu'on risque soit que les pièces explosent, soit que les pièces se fondent. Voilà, et après on va monter jusqu'à ce que l'argile soit cuite, soit transformée complètement en pierre, quoi. Et dans le four à bois, la flamme passe au travers des pièces, et donc il va y avoir des faces d'argile qui vont être plus frappées par la flamme, l'arrière est moins frappé par la flamme, donc il y a des différences de température, d'une part, et d'autre part, la flamme amène avec elle un peu de cendre, qui est un fondant, parce que dans la cendre, il y a de la potasse c'est un fondant, et donc il va y avoir des surfaces face à la flamme qui vont être plus vitrifiées que des surfaces qui ne sont pas à la flamme. Donc la poterie a déjà une vie importante par le flammé qu'on va voir sur la pièce. Ensuite, le deuxième temps qu'il faut faire, c'est un enfumage pour mettre en évidence ces parties vitrifiées et pas vitrifiées. Donc les parties vitrifiées vont garder leur couleur avec des petits picots, des choses comme ça. Et les parties pas vitrifiées vont avoir tendance à noircir, à devenir plus sombres, parce qu'elles vont reprendre le carbone. Oui, chaque argile a un comportement différent. Il y en a qui ne vont pas du tout au feu de bois. Donc j'utilise avec d'autres techniques, et puis il y en a d'autres qui ont un bon comportement au feu de bois, c'est-à-dire qu'ils ont des variations de couleurs qui font des jaunes, des verts, des bruns, des roux, des rouges, et je trouve que c'est très vivant d'avoir sur une pièce toute cette histoire du feu qu'il a cuite, quoi. Moi j'aime bien ça. On peut avoir d'autres techniques, des cuissons en gazette ouverte, gazette fermée. Je note tout ça, quoi. Et le fait de voir des résultats, ça donne des idées pour faire autre chose après, pour aller plus loin, quoi, dans ce travail de recherche avec les terres, quoi. Ça donne des idées pour aller plus loin au niveau d'un travail à faire sur les pièces, quoi, sur les poteries. La température, c'est important de voir comment la terre s'est comportée avec cette température-là, mais la place dans le four, c'est important aussi, parce que si elle est au début de la chambre de cuisson, elle va ramasser plus de feu, plus de flammes, plus de cendres, que si elle est au fond de la chambre de cuisson vers la cheminée, où elle est plus protégée. Donc si on a des meilleurs résultats au fond, on va plus avoir tendance à mettre des poteries, les protéger par des plaques d'argile, par des choses comme ça, pour éviter ce contact trop fort avec la flamme, ou au contraire, si le contact avec la flamme est intéressant, on va plus les exposer à l'entrée du four. Donc voilà, toutes ces choses-là, il ne faut pas les perdre. Quand on a fait une cuisson, il faut regarder ce qui s'est passé, comprendre, et puis noter pour ne pas perdre ça pour la fois suivante, quoi. On va regarder aussi. Ça, c'est parti jaune ici, c'est pas vitrifié, donc ça va devenir noir. Les roux vont rester rouges. Et là, ça va rester dans cette teinte-là. Et donc, il y a d'autres sortes d'enfumage, c'est-à-dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, des enfumages en gazette, c'est-à-dire que dans un récipient, on va mettre une poterie sigillée, et entre les deux, on va mettre un certain nombre de matériaux. Ça peut être de la sciure qu'on a saturé en sulfate de cuivre, en sulfate de fer, en sel. On peut mettre du sable pour séparer, et ça va donner des paysages sur la pièce en fonction de son degré d'oxydation, de réduction. Voilà, donc ça c'est des gazettes ouvertes qu'on fait. Et on peut faire des gazettes fermées, c'est-à-dire que la poterie, on va la mettre dans un récipient. Entre les deux, on va mettre des matériaux différents. Ça peut être du foin, de la sciure, du sable aussi pour bloquer certaines
qui fait du carbone, et puis on va mettre un couvercle dessus pour fermer la sigillée. Bah, j'ai des potiers qui viennent ici à l'atelier travailler. C'est des céramistes qui sont déjà des professionnels, quoi, qui viennent pour approfondir un petit peu cette technique-là que je pratique depuis quelque temps. Donc j'ai un petit peu d'avance par rapport à ça. Et donc voilà, ça permet d'échanger, de leur expliquer ce qui se passe et de faire des cuissons ensemble, de travailler ensemble. C'est ce que j'appelle des échanges de savoir. C'est toujours intéressant pour réfléchir à plusieurs. On va toujours plus loin quand on est plus nombreux. Et dans ce travail alors entre la prospection, enfin, la recherche, qu'est-ce qui te plaît? C'est pour pas en perdre la mémoire. Voilà, et puis c'est pour c'est trouver des choses que personne d'autre n'a trouvées. Voilà, c'est découvrir, voilà, des choses, des couleurs particulières, des comportements particuliers. Oui, c'est ça, c'est... Et puis c'est être en relation directe avec l'argile, quoi. Il n'y a pas de... C'est de la terre, de l'eau et du feu. C'est les trois éléments avec lesquels je travaille. Et c'est tout, c'est très simple comme élément de base. On trouve ça partout, quoi. Mais en même temps, ça donne une panoplie impressionnante de possibilités, quoi. Et c'est ça, c'est découvrir cette panoplie qui est intéressante. C'est passionnant, quoi, de chercher. Ouais. Et de trouver peut-être. C'est pour ça que je suis à 150 terres différentes, parce que je suis toujours curieux de savoir ce qu'elle va me donner. Et puis donc, mais en même temps, l'atelier est encombré de tas de bouteilles et tas de machins. Il faut que je m'arrête un jour aussi, quoi. Mais bon, pour l'instant, ça va, j'arrive à me déplacer encore à l'atelier. Mais il faudra bien s'arrêter une fois. Il y a une certaine poésie dans le travail du potier, dans le silence de son atelier et cette relation avec l'argile qui est, à mon avis, qui est une belle relation, quoi. C'est un beau matériau, l'argile. C'est intéressant de pouvoir voir tout ce qu'on peut faire avec. C'est infini.